Bonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous et de passer 45 minutes. Je vais vous présenter mes camarades dans quelques instants qui vont vous parler de leur retour d'expérience en tant que membre de la coalition de transformation de la SACEM. Mais avant ça, d'abord j'aimerais remercier les sponsors d'Agile en scène et me présenter. Donc, je m'appelle Antoine Marcoux, j'ai participé à la création d'Acoba, qui est une équipe de coachs et de consultants spécialisés dans la transformation des organisations françaises. Et avec certains de mes camarades, ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille auprès de la SACEM à sa transformation. C'est une transformation qu'on va vous présenter très rapidement, d'abord en vous parlant quelques mots de la SACEM, parce que moi, avant d'y arriver, j'en avais une image qui n'est pas du tout correspondante à la réalité. Vous parlez un petit peu de la raison pour laquelle cette transformation a lieu, et puis on va surtout laisser du temps à Dorian, à Jenna et à Cédric derrière moi pour qu'ils vous disent comment ils ont créé cette coalition, comment ils la vivent, ce qu'ils y ont réussi, ce qu'ils y ont raté aussi. Donc d'abord, pour vous dire quelques mots de la SACEM, moi la SACEM, c'est pour moi une entreprise qu'on connaît tous, mais qui est pour autant ultra méconnue. Donc la SACEM d'abord, ça veut dire Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. D'accord ? Et la SACEM a 3 missions, dont la plus importante est de collecter et de répartir les droits d'auteur. Alors un petit cocorico, parce que l'histoire de la SACEM, c'est une histoire assez pionnière en France. Ça remonte à 1847, dans un bar de Paris, où 3 musiciens sont rentrés en conflit avec le patron du bar qui leur demandait de payer leur consommation, eux disant « Non mais t'es gentil, tu passes nos musiques sans nous rétribuer, nous on boit gratis ». Procès, les musiciens gagnent et le concept de la SACEM naît. Et pourquoi Cocorico ? Parce que le même concept en Grande-Bretagne date lui de 1914. Donc on a vraiment une antériorité en France. La SACEM, c'est aussi un... vous savez qu'on entend beaucoup parler de la Grande-Bretagne en ce moment, donc bon, pour une fois, on a été un peu en avance. La SACEM, pour moi, quand j'y suis arrivé, c'était une entreprise publique et quasiment un monopole, d'accord, en France. Et en fait, ce n'est pas le cas. Depuis 1951, la SACEM, c'est une société privée à but non lucratif. Cette société, elle a un conseil d'administration qui est composé de 6 éditeurs, 6 compositeurs, 6 auteurs, d'accord, dont le mandat est renouvelé tous les 3 ans, et qui préside aux destinées de l'entreprise. Et j'aurais 2 petites questions pour essayer de vous faire un tout petit peu mieux connaître la SACEM. On revient 5 ans en arrière. On est en 2017, on perd un monument de la chanson française, Johnny. À votre avis, en 2017, parmi ces personnes-là, lesquelles touchent le plus de droits SACEM ? Alexandre ? Johnny. Eh ben non, parce que la SACEM, merci d'avoir répondu en tout cas Johnny, ça m'arrange, la SACEM ne rémunère pas les interprètes, elle rémunère les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Et donc, ceux qui ont touché le plus de droits SACEM, c'est Gilles Thibault, ou plutôt ses ayants droit, puisqu'il est décédé en 2000. Gilles Thibault, c'est celui qui a composé, qui a écrit les paroles de « Que je t'aime », et c'est également celui qui a écrit les paroles de « My Way », comme d'habitude. D'accord ? Et Renaud Robillo, que vous voyez là, lui, il est compositeur de musique, et c'est lui, dans sa catégorie compositeur, qui a touché le plus de droits SACEM. Pour autant, pour moi, c'était un parfait inconnu. Il a composé les musiques de Color Gitano, qui est interprété par Kenji Girac, ou de Bella, qui est interprété par Gims. C'est qui Gims ? Tu verras quand tes enfants seront plus grands, Clément. En 2021, deuxième petite question et dernière question. 2021, c'est une année, vous savez, où il n'y a quasiment pas eu de concert. Les bars ont ouvert par intermittence. Donc pour la musique, ça a été une année quasiment noire. À votre avis, combien la SACEM a redistribué de droits ? 800 millions, tu dis 800 millions ? Eh bien oui, c'est 828 millions d'euros. Donc tout ça pour vous dire que c'est pour une année noire, c'est une somme qui, moi, me paraît conséquente, moi qui ne connais strictement rien.
Et pour vous dire que la SACEM, elle a un rôle à jouer hyper important dans la musique en France et dans la défense des droits d'auteur. Et je dis en France, mais Cédric me taperait sur le dos volontiers parce que c'est en France et à l'étranger. La SACEM, pour autant, on se le redit, elle n'a pas une situation de monopole. Elle est en concurrence. N'importe qui d'entre vous, demain, peut venir concurrencer la SACEM. Et des acteurs, et notamment des acteurs issus du digital, sont déjà en train d'essayer de lui tailler les croupières. Par conséquent, la SACEM, pour conserver sa force, qui est sa place importante auprès des musiciens, elle a besoin de se transformer technologiquement, mais aussi dans son organisation et son cadre de travail. Et c'est dans ce contexte-là, que nous sommes arrivés il y a quelques mois. Donc, on a posé 3 enjeux de transformation avec les personnes qui sont là, le DSI de la SACEM qui s'appelle Paul Cohen-Scali, à notre arrivée il y a quelques mois. Ces enjeux-là, normalement, ça ne doit pas vous paraître complètement abscons ou hyper exotiques. J'imagine que certains d'entre vous peuvent les voir directement dans leur propre organisation, leur propre entreprise. D'abord, il y a une dégradation des relations DSI et métiers. Vous avez d'un côté les métiers qui disent la DSI, il est sympa, mais je mets un ticket dans la boîte et il n'y a rien qui sort ou ça sort dans des délais monstrueux. Et de l'autre côté DSI, vous avez des gens qui disent les métiers, ils ne savent pas exprimer un besoin, voire même, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Deuxième enjeu, un double sijotage des équipes IT. Vous avez une organisation que moi je constate dans pas mal de nos organisations traditionnelles françaises, très pyramidale. Donc, des silos horizontaux hyper forts et très respectés, et un respect très fort de la hiérarchie culturellement parlant, plus des silos verticaux, chacun son métier à la DSI de la SACEM. Moi, je fais mon bout de métier, je passe le relais. L'autre fait son bout de métier, il passe le relais. Personne n'est responsable de bout en bout de sa solution et de la valeur qui est délivrée au métier. Dernier enjeu, comme dans beaucoup d'entreprises, une nécessaire refondation de la plateforme technique, en tout cas d'une partie de la plateforme technique de la SACEM. On parle cloud, etc. Donc franchement, des enjeux qui ne doivent pas vous paraître hyper exotiques. Néanmoins, ces enjeux-là, ils avaient été posés déjà il y a plusieurs années par les prédécesseurs du DSI actuel, Paul Cohen-Scali, et des transformations avaient déjà été tentées. D'où l'idée d'une coalition. En fait, ce n'était pas déjà des constats posés, mais des transformations qui avaient été tentées, il y en avait eu 3. D'accord ? Et pourtant, elles n'ont jamais abouti. Et tout ça parce que on a des équipes à la SACEM qui sont conscientes de bien fonctionner, de bien délivrer, et conscientes aussi qu'il n'y a jamais eu d'accident industriel à la SACEM. Voilà, Francis Cabrel, il a toujours été payé. Quand on est arrivé, avec Olivier et Laurent qui sont présents, on a réalisé un état des lieux. Et on est tombé sur des gens assez bienveillants qui nous ont dit « Les gars, vous êtes gentils, vous avez l'air gentils en tout cas, donc on va vous dire ce qui va se passer. Vous allez nous dire comment on doit travailler. Nous, on va faire le dos rond, on va attendre que vous partiez parce qu'à un moment, vous allez partir, et puis on va rebosser comme on bossait avant. » Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a jamais eu d'accident industriel à la SACEM, donc franchement, pourquoi on changerait ? Et pour autant, à la fin de cet état des lieux qu'on a construit ensemble, on était persuadé que la transformation, elle avait un sens à la SACEM. C'est-à-dire que le danger venant de l'extérieur et des entreprises concurrençant la SACEM, il était réel. Que les 3 enjeux qu'on vous a présentés au-dessus, ils étaient vraiment patents. Donc il fallait la mener. En revanche, on était aussi persuadé d'un autre truc. C'était que cette transformation, ça ne pouvait pas être la transformation de coach et de consultant. Ça ne pouvait pas venir de l'externe, parce que ça glisserait comme sur les plumes de duvet d'un canard. Ça devait venir de l'interne. D'où l'idée d'une coalition. D'accord ? Cette coalition, elle a vu le jour en décembre dernier, à la fin de cet état des lieux. On a demandé au top management de la DSI de nommer une équipe, d'accord ? Une équipe d'une dizaine de personnes, dont Jenna, Cédric et Dorian ont fait partie. D'accord ? Et le premier truc que ces 3 personnes-là, avec les 7 autres membres de la coalition, ont décidé de faire quand ils se sont réunis, c'est de se donner un nom. Et ce nom, c'est Ringo. Alors Ringo, pas pour Sheila et Ringo,
mais plutôt pour Ringo Starr. Ringo Starr, c'est le batteur du groupe des Beatles, c'est lui qui donne le tempo, comme l'équipe coalition de la SACEM, qui donne le tempo de la transformation, qui donne son rythme. D'accord ? L'équipe actuelle, vous la voyez à droite, dont Dorian, Jenna et Cédric. Elle est composée d'une dizaine de personnes. Pourquoi une dizaine de personnes ? Parce que c'est une petite équipe, facile à construire, facile à animer aussi. Et vous avez 3 représentants éminents de cette équipe qui sont là. Jenna et Dorian qui font partie de la DSI. Jenna, elle est responsable interne de la transformation, rôle qu'elle a pris à l'occasion de la création de cette coalition. Dorian, qui est responsable des équipes de test en transverse de la DSI SACEM. Et Cédric, lui, fait partie du métier à la SACEM. Et tu es directeur processus et qualité. Tous les 3, vous avez été là au démarrage de cette coalition. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience. Et je vais vous laisser la parole. Alors, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, je parle au nom de Dorian, de Cédric, mais aussi de toute l'équipe qui a travaillé pour ce Rex. Voilà, ce retour d'expérience, on est ravis d'être parmi vous pour le faire. Et on l'a voulu vraiment transparent. Donc aujourd'hui, on va vous partager ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui n'a pas marché pour nous. Donc Cédric va vous présenter un peu les thématiques. Alors, je pense que vous reconnaissez ces pictos. Je vois qu'on est à peu près tous de la même génération. Si j'avais mis League of Legends ou des choses comme ça, je pense qu'on ne se serait pas tellement reconnu. Donc, les bonnes pratiques sont les petits champignons qui boostent dans Mario Kart. On les a matérialisés, les mauvaises pratiques, par les bombes qui nous ralentissent tout le temps. Et puis nos succès avec ces petites étoiles et les pots de banane qui sont nos échecs ou nos frustrations, comme on va pouvoir le voir dans une minute. Alors, Antoine nous l'a dit, la Ringo existe maintenant depuis 9 mois. La transfo a démarré depuis 9 mois. On est fiers, nous, de nos succès. Déjà, on a Ringo qui existe et qui est hyper performante depuis 9 mois. On ne s'est pas essoufflé. On a délivré parce qu'on a lancé des trains. Donc 4 trains. Le 4e train, là, il va se lancer là, d'ici la fin du mois. Un train par métier, un par trimestre. On a aussi mis en place le portfolio qui est complètement unifié pour tous les besoins métiers de la SACEM. Donc, voilà. On l'a généralisé, donc on a d'abord fait un pilote et puis on l'a généralisé pour tout. Et puis on a les communautés de pratique là, qui sont lancées, c'est tout récent, ça date de la semaine dernière. La première sur la partie PM/PO, la deuxième sur la partie DevOps. Alors, on est allé loin là. Ce qu'on a montré dans la slide précédente et ce qu'on a commencé à déployer dans le nouveau cadre de travail de la transformation de la DSI. Aujourd'hui est avancé, mais une frustration, c'est qu'on est loin d'être arrivé au bout. Et on a essuyé à ce stade quelques ratés. Le premier d'entre eux, c'est qu'aujourd'hui, comme Dorian venait de le mentionner, on a déployé des trains, donc des PI planning, qui sont organisés selon nos organisations, selon nos usines, et non pas selon une création de valeur de bout en bout. Donc ça génère encore des effets de bord sur des projets informatiques ou des projets métiers plus généralement, où le passage de témoins ne se fait pas naturellement. Mais c'est un chemin qui est presque obligé, et on s'en discutait encore là juste avant l'intervention. On disait qu'il va falloir qu'on passe maintenant à de la création de valeur de bout en bout, ce qui va encore derrière engendrer de la transformation à opérer. Le deuxième, c'est qu'on a embarqué tout le monde au sein de la DSI, mais un peu moins les équipes d'infrastructure et opération, les équipes de production et des infrastructures. C'est un métier qui pour l'instant n'est pas complètement embarqué dans la transformation, et on est encore en train de travailler avec eux pour les embarquer. Le troisième, c'est les métiers. Bon, j'en suis le représentant, mais j'en suis l'unique représentant. Le métier n'est pas assez représenté dans la transformation. On l'avait expliqué, c'est un constat. La transformation de la DSI impacte tout le monde, impacte
La DSI en premier lieu, bien entendu, mais également les métiers. La mise en place d'un portfolio avec l'ensemble des besoins impacte les métiers. La mise en place d'un PI planning, donc en utilisant de méthodologie SAFe, impacte les métiers. Et donc aujourd'hui, la conduite de changement, de la transformation de DSI n'est pas encore assez opérée côté métier. Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas été assez vigilant au départ. Et le quatrième point de frustration qu'on peut avoir aujourd'hui, ça fait bien 9 mois, on a déployé beaucoup de choses à ce stade, comme vous l'avez vu dans le stade précédent, mais on n'en voit pas encore la mesure de l'efficacité. On se dit, on avait un état des lieux, on pense que ce sont les bons outils, on en est convaincu, mais est-ce que ça a effectivement amélioré le travail vis-à-vis de tous les insatisfactions qui avaient été remontées et les motifs du changement qu'avait exprimé Antoine? Et bien ça, on ne sait pas encore bien le valoriser. La boucle d'apprentissage est particulièrement longue et ça, il faut en avoir conscience dès le départ, même si on déploie assez vite un certain nombre de mesures dans ce nouveau cadre de travail. Alors, si on vient à la genèse de la coalition, finalement, quelque chose qu'on veut vous partager aujourd'hui qui a vraiment bien fonctionné pour nous, c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie à la composition de cette équipe. Donc cette équipe, on l'a voulu représentative de tous, représentative des différentes directions DSI, représentative des différentes anciennetés aussi dans l'entreprise, des différents profils, on n'a pas que des managers. Et puis aussi représentative du métier. On en parlait, Cédric, il a fait partie de l'équipe. On a une personne qui est venue remplacer Cédric aujourd'hui. Donc, depuis la création de cette équipe, on a toujours eu un représentant métier. C'est pas énorme, on aimerait plus, mais c'est quand même quelque chose d'ultra positif pour nous. Parce que comme on le disait, même si cette transformation, on l'a engagée d'abord côté DSI, forcément la mise en place de ce modèle opérationnel a des impacts chez notre métier, donc dans nos interlocuteurs métiers. Et donc c'est important pour nous de pouvoir collecter leur feedback et pouvoir orienter la transformation dans ce sens. Un deuxième point, cette équipe-là, elle est uniquement composée d'internes. Alors, pour 2 raisons, finalement. Les internes SACEM, ce sont les mieux positionnés pour prendre en compte les spécificités SACEM dans l'orientation qu'on donne à la transformation. Un deuxième point, c'est qu'ils sont proches des collaborateurs. Donc, c'est des gens qui ont de la légitimité auprès des autres personnes pour parler transformation, avancement, répondre à leurs questions. Et puis, une fois de plus, collecter tous ces retours-là qui sont très importants pour nous. On parlait du top management qui a eu une part importante dans la composition de l'équipe. On a des membres qui ont été identifiés par eux, évidemment. On a des membres aussi qui ont été identifiés par nous, par tous les membres de la coalition. Donc ces gens-là, on est allé les solliciter, mais ça n'a jamais été pour eux une obligation d'intégrer l'équipe. C'est vraiment un point important pour nous. C'est sur la base du volontariat. Parce que ça permet aux gens d'être impliqués pleinement et puis surtout quand on connaît la charge de travail que ça peut représenter derrière. Un petit bémol quand même dans cette compo, on a voulu bien évidemment avoir des personnes promoteurs de la transformation, mais on voulait des influenceurs détracteurs. Alors on a mis beaucoup d'énergie à ça. On a réussi à les embarquer un petit peu, mais malheureusement, ils n'ont fait que passer. On n'a pas réussi à les garder sur le long terme. Donc malgré cette petite déception, finalement, ce qu'on retient, c'est que si on avait dû refaire cette composition, on aurait mis autant d'énergie que ce qu'on avait mis en œuvre pour cette composition d'équipe, par rapport à tous les succès dont on va vous parler par la suite. Il y a quand même un petit point, juste avant de passer à la slide suivante, c'est que dans la transformation, le casting a été fait au départ avec un certain nombre de personnes identifiées et que pour nous remplacer, c'était toujours aller chercher les gens, leur proposer et accepter de faire partie de la coalition. Je vais en parler dans une minute dans la slide suivante. Mais l'effet de la coalition a été démontré puisque maintenant, j'en parlais encore, sans parler là récemment, moi j'ai quitté il y a un mois. Il y a maintenant des gens volontaires qui viennent pour faire partie de la coalition. On a inversé le paradigme et ça démontre un petit peu l'efficacité de l'appartenance à la coalition pour donner un impact à cette transformation. Parce que c'est le choix de ce qu'on a retenu, c'est nous qui l'avons décidé. En passant par le nom, Ringo, on l'a choisi, la coalition l'a choisi, a choisi son identité. Et le DSI n'était pas tout à fait d'accord, Paul n'était pas d'accord, c'était pas ce qu'il avait choisi, mais c'était notre choix, et il a respecté notre choix. Alors, une des mauvaises pratiques qu'on peut vous partager, mais je pense que
enfin souvent, on le voit dans nos métiers, hein. On se dit, on va participer à une coalition, super, on va te retirer de la charge de travail, t'inquiète pas. Dans nos métiers, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. On n'a pas un emploi du temps très stable avec des tâches à faire et des choses qui tombent, et des engagements qu'on a pris, on ne peut pas les retirer du jour au lendemain. On a essayé, pour autant, de faire de la place dans certains agendas que de certaines personnes de la coalition. Non, ça s'avérait complètement inutile et impossible. Les engagements qu'on a, on les prend, on les continue. Et donc, on doit insérer cette place. On avait, dès le départ, on avait dit c'est 20% de votre temps d'appartenir à la coalition et retirer 20% de temps à quelqu'un. C'est très, très compliqué dans les fonctions qu'on opère. Me concernant, ça a été beaucoup plus simple. Quand j'ai fait partie de la coalition au départ, je venais d'intégrer la SSM depuis quelques mois et j'avais un peu de temps à y consacrer. Aujourd'hui, je me suis retiré de la coalition. Ça, c'est très, très récent, en acceptant par les membres le fait que je m'en retire et de me faire remplacer, parce que je n'ai plus de ce temps. Et comme on le disait au départ, il y a Dorian en parlait, on ne signe pas de son sang quand on rentre dans la coalition. On va encore dire après. Mais le corollaire de tout ça, c'est quoi ? Le corollaire, c'est en fait appliquer un rituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a décidé dès le début, en décembre, on s'est dit on va se bloquer le mercredi matin, c'est la meilleure date pour le plus petit dénominateur commun. Ça sera toute la matinée et tous les mercredis matins jusqu'à s'inédier. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est on l'a trouvé hyper efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hyper efficace ? Moi, dans la plupart des réunions dans lesquelles je vais, je participe à la réunion, je donne mon opinion, puis je sors avec des actions. Là, en fait, je ne sortais pas avec des actions, on sort avec des réalisations. Pour être très explicite, typiquement le portfolio, on l'a fait avec Olivier qui est là, on l'a fait avec un administrateur, donc on parlait de la compo de l'équipe, un administrateur Jira, et pendant plusieurs séances, on s'est mis à designer les étapes du portfolio, les champs dont on avait besoin à chaque étape, et puis créer les matériaux, les presses PowerPoint, les supports dans SharePoint. Pour concrétiser tout ça, on n'en sortait pas avec d'autres actions, on allait le faire la fois suivante. Et on a fabriqué le livrable pendant le temps consacré. Donc ce qu'il faut retenir, véritablement, c'est de sacraliser les moments et de rendre ce temps efficace et opérationnel. Alors un autre booster, parce que vous voyez qu'il y a un petit champignon, c'est que la coalition, c'est à peu près 10 personnes. 10 personnes sur une DSI qui fait 300 personnes environ. Et il faut se dire que chez nous, il y a un noyau dur et il y a des membres flottants. Donc tout le monde n'est pas un noyau dur. Comme a spoilé Cédric juste avant, on ne signe pas de son sang quand on arrive dans la coalition. On sait qu'on peut faire un mandat d'un trimestre. Et d'ailleurs, on a mis en place une bonne pratique qui vise à faire tourner un petit peu, apporter du sang neuf justement dans cette coalition. Donc une fois par trimestre, libre à chacun en fait de demander à quitter la coalition pour qu'on puisse remplacer cette personne-là. Les membres flottants, ils viennent généralement parce que ils ont sur un trimestre une action spécifique dans leur travail qui touche en fait à la coalition. Donc ils viennent pour quelque chose clé. Ils viennent aux ateliers la plupart du temps, mais pas toujours, et ça pose pas de problème. Dans cette coalition aussi, on a tous des rôles différents dans nos boulots à la SACEM. On a certains qui sont des managers, d'autres qui sont des simples opérationnels. Quand on arrive dans Atelier Ringo, on laisse sa casquette hiérarchique à la porte. Chacun a la même liberté de parole, peut s'exprimer librement et il n'y a pas d'impact sur notre rôle en fait, au sein de la société. Donc ça, c'est important pour moi. Et tu l'as dit, on a un noyau dur aujourd'hui. Honnêtement et sincèrement, quand on a démarré la coalition avec 10 personnes, on imaginait construire une équipe hyper homogène, hyper fonctionnelle, avec un niveau d'énergie qui soit le même pour tout le monde. Finalement, on a un noyau dur, on est hyper content avec ça et on fonctionne dans ce système-là maintenant. Dans les mauvaises pratiques, la slide juste après, ok. C'est la communication. Donc nous, on était hyper motivés, on voulait communiquer de manière très transparente à tout le monde, on a fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, avec Antoine, c'est nous deux principalement qui nous sommes occupés. On a passé des matinées à faire plein de choses. Et au final, il faut se rendre à l'évidence, la com, c'est un métier et c'est pas le nôtre. Donc il va falloir, s'il y avait quelque chose à refaire, il faudrait, je pense, rajouter quelqu'un de la com en fait, dans la coalition pour justement pouvoir adhérer, communiquer de manière transparente parce que
Quand on n'est pas dans Ringo, on ne sait pas ce qui se passe dans Ringo. On est obligé d'aller demander. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Un des facteurs, un exemple clair, c'est notre SharePoint. On a fait un SharePoint où tous nos ateliers, on essaye d'y mettre une trace dedans, justement pour que tout le monde puisse aller voir. Donc il y a nos fiches de poste, nos différents rituels, les indicateurs, on retrouve tout dedans. Et quand on regarde les stats, qui regarde ce SharePoint? C'est Ringo. Alors, un autre axe d'amélioration qu'on a trouvé important de vous partager aujourd'hui, ça concerne finalement notre rythme trop effréné. Ça peut paraître bizarre, mais finalement, on a voulu parfois en faire trop vite, et on n'a pas toujours clôturé les sujets. Donc, si on parle agilité, on s'est imposé une WIP limit. Mais voilà, tout ce qui concerne Definition of Done, finalement, on n'a pas été des très bons élèves là-dessus. Et pourtant, on y croit vraiment. C'est quelque chose qu'on prône dans ce cadre de travail auprès de toutes les équipes qu'on accompagne. Mais comme quoi, c'est pas toujours évident de s'appliquer les choses à soi-même. Comme dirait Antoine, le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, on travaille encore beaucoup là-dessus. Pour vous donner un exemple très concret, d'ailleurs, on a mis beaucoup d'énergie à identifier des indicateurs pertinents. On avait envie de communiquer autour de cette transfo, mesurer, montrer qu'on s'améliore. On les a, les indicateurs, on ne les a pas encore tous mis en place, on n'en tire pas encore les enseignements qu'on pourrait en tirer. Donc voilà, ça fait partie des sujets qui traînent. On est un peu dans cette recherche-là d'équilibre entre ne pas aller trop vite, mais en même temps garder la dynamique, parce qu'on a des membres Ringo qui sont hyper impliqués, qui ont envie d'en faire beaucoup, qui voient plein de sujets à aborder, et puis en même temps clôturer, enraciner les sujets. On est dans la salle là, Machu Picchu aujourd'hui. C'est une représentation qui correspond très bien. Si notre DSI, là, notre sponsor numéro 1, il était là, il dirait il faut gravir les marches une à une. Ça ne sert à rien de sauter les étapes parce qu'il faut qu'on construise une base solide. Donc voilà, si on avait un conseil à vous donner, clôturez vos sujets. Bon, là pareil, tout le monde a la référence, je pense. Une des bonnes pratiques ici, c'est de mettre personne de côté dans une transformation. Je pense que c'est pas étranger pour aucun d'entre vous. Tout le monde doit être accompagné avec différents niveaux d'accompagnement. Là, en l'occurrence, dans la transformation de la DSI, bien qu'on ne l'ait pas encore complètement terminée, on a mis une énergie phénoménale à accompagner les gens. On a beaucoup communiqué, bien qu'on ne soit pas des communicants professionnels, mais on a fait énormément de choses pour pouvoir aller expliquer à tout à chacun en quoi consistait le nouveau cadre de travail de la transformation de la DSI. Typiquement, on a mis en place ces cafés Ringo, donc l'opportunité à chacun de venir spontanément essayer de comprendre ce que fait Ringo, s'informer sur l'état des lieux, pourquoi on fait ça, et puis comment on avance. Donc, on a eu une 50aine de personnes qui s'est présentées aux différents cafés. On a fait des présentations pour plus descendants dans des réunions très larges que le DSI mène régulièrement pour pouvoir expliquer ce qu'on faisait et donner de l'information à chacun. On est aussi allé chercher, on a créé des adresses email génériques pour que certains puissent poser des questions pour avoir un accompagnement spécifique. Et on a eu un certain nombre de personnes qui ont demandé à se faire expliquer en réunion d'équipe ce qu'on faisait et c'était quoi les prochaines étapes. On a eu aussi, alors il y en a encore du coaching individuel pour expliquer tout ça. On a fait énormément de formations. Alors des formations quand on a introduit le concept de SAFE, parce que c'est boîte à outils SAFE sur lesquelles on est allé piocher. Je pense que on l'a assez dit. À la DSI et à la SACEM, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'agile. Donc on doit repartir de zéro et d'expliquer le SAFE en expliquant même l'agilité. Donc il y a énormément de formations qui ont été mises en place. Et la moitié des ressources de la DSI interne ont été formées à SAFE. On a aussi également pu accompagner et sensibiliser finalement l'intégralité de la DSI. Et ça, c'est une énorme fierté. Franchement, on a tous été extrêmement, à ce stade, satisfaits de pouvoir adresser toutes ces personnes avec toute l'énergie de cette communauté de Ringo qui va toucher les gens où qu'ils soient pour pouvoir leur expliquer ce qu'on fait et où on va. Et donc globalement,
On a encore un peu de travail côté métier à expliquer et à faire des formations sur le portfolio, mais globalement aujourd'hui, on s'estime avoir laissé personne de côté. On a encore des petites choses à faire, et c'est vraiment un moteur à la transformation et une aide à la transformation. C'est véritablement ne laisser personne de côté dans ce type de transformation. Alors, nos échecs challenge, là, il y a une peau de banane, mais on ne s'est pas encore cassé la figure. On est encore en train de garder l'équilibre. On n'est pas encore autonome. Ça fait 9 mois que Ringo existe, qu'on est accompagné par des coachs, qu'on a des ateliers de manière hebdomadaire tous les mercredis. On a changé à mardi maintenant. Et on a besoin encore des coachs en fait pour nous montrer la direction, pour nous... eux, ils ont le recul que nous, on n'a pas. Nous, c'est notre première transformation. Ils en ont vu d'autres avant. Donc, on a besoin d'être guidés par eux. Parfois, ils nous mettent une petite tape derrière les oreilles et ça va un petit peu mieux. On n'a jamais mis de tape. Ils restent garants de l'état de l'art parce que finalement, SAFE, nous, il y a un an, on n'en avait jamais entendu parler pour la plupart d'entre nous. Et aujourd'hui, on est presque à 4 trains. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, en termes d'autonomie, on commence quand même à prendre un peu de lead. Par exemple, ce matin, il y avait un atelier Ringo. Les coachs, ils sont là. Pour autant, l'atelier, il a eu lieu. J'ai vu quelques petites choses. Je sais qu'il y a des choses qui sont sorties en fait de cet atelier. Donc, il faut se dire que quand on commence une coalition, les coachs, on en a besoin au départ. Ça prend du temps pour que les internes ils puissent prendre vraiment la pleine mesure de l'animation de ces coalitions. Mais voilà. Par contre, même si on n'est pas encore autonome, le point important, c'est que tout au long de ces ateliers, on est toujours en train de prendre en compte finalement nos spécificités, chacun avec son profil, avec ses connaissances, avec le domaine dans lequel il travaille. Et tout ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que même si on est drivé par les coachs, on a quand même toujours cette dimension-là où on adapte par rapport à nos spécificités, ça s'aime. Bref, en synthèse, on a essayé de résumer les 10 clés et les 5 pièges que nous, on a trouvés dans la construction et les 9 premiers mois de vie de cette coalition. D'accord ? Donc on les affiche là, on ne va pas les passer, de toute façon vous les prenez en photo, donc c'est très bien. On ne va pas les passer en revue un à un, on vient d'en parler. En revanche, on aimerait beaucoup écouter vos réactions, parce que peut-être que certains d'entre vous ont des bonnes pratiques pour nous aider. Vous avez entendu quels étaient nos challenges et nos ratés. Et puis peut-être que vous avez des questions aussi à poser à cette coalition. Vous l'avez compris, nous on a pris le concept de Cotter et sa guiding coalition, on l'a fait vivre, on y croit beaucoup pour que la coalition ne soit pas un sujet de coach et de consultant, mais le sujet des internes. Et j'espère que ça vous parle aussi.